Réorganisation de l'impact de Montréal. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur les enjeux dans la business du sport. Et c'est parti. Je veux prendre un moment pour revenir rapidement sur le sujet de la semaine dans le marché montréalais. La décision de Joey Saputo de se retirer comme président d'équipe et céder sa place à un nouveau président. Les demandes et exigences de ce poste-là font en sorte que, après des années, le temps était idéal pour Joey Saputo de se retirer, de demeurer évidemment propriétaire du club, mais de laisser quelqu'un prendre les commandes du club, mettre en place une vision, un plan, puis d'exécuter ce plan-là. Alors, je veux m'attarder particulièrement aux propriétaires de sport. Puis pourquoi les propriétaires de sport varient en termes de positionnement, de rôle, de responsabilité et comment ils voient la gestion de leur club. Je vais vous donner quelques exemples. Quand je pense à un gars comme Phil Anschutz, qui a été longtemps propriétaire avec les Kings de Los Angeles, même investisseur avec les Lakers de Los Angeles et le Staples Center. Et c'est un gars qui est un peu un philanthrope, un grand succès sur le plan affaires, mais rarement vu en public, rarement impliqué dans ce qu'on appelle le day-to-day, le travail quotidien. Je pense à Paul Allen, qui lui était le propriétaire des Seahawks de Seattle et des Trailblazers de Portland de la NBA, qui est décédé cette année. Paul Allen travaillait toujours dans l'ombre. Sa façon de gérer, c'était d'embaucher le meilleur gestionnaire candidat possible et laisser l'individu faire le travail. Mais de notre côté, je peux vous parler de Jerry Jones, qui lui, comme propriétaire des Cowboys, c'est tout ce qu'il fait. Et oui, il a bien sûr d'autres investissements, mais ses fonctions quotidiennes, c'est d'être le propriétaire, d'être le président, d'être le directeur-gérant. Et je vous dirais même qu'il ne manque pas l'occasion d'intervenir avec l'entraîneur aux abords du terrain. Il y a des conglomérats comme Maple Leaf Sports Entertainment, une combinaison de Bell et de Rogers et de Larry Tenenbaum, un individu, puis ensemble, ils détiennent 100% de tout ce qui est Maple Leafs, Raptors, Marlies, Scotiabank Arena, les Argos de Toronto. Ils en ont des propriétés. Il y a des familles uniquement, je pense aux Rooneys de la NFL, qui détiennent les Steelers depuis des décennies. Il y a des individus, il y a des groupes d'investisseurs, comme le groupe CH ici à Montréal, avec 6, 7, 8, 9, 10 individus, entreprises qui représentent les intérêts, les actions d'une équipe. Puis ça va selon les philosophies, les objectifs, les rôles de chacun. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'en 2019, il y a tellement d'enjeux, tellement d'éléments, de tentacules dans la gestion d'un club sportif. C'est devenu tellement sophistiqué. Ça prend des spécialistes pour gérer des secteurs, quelques généralistes pour gérer un regroupement de secteurs. Ça prend un opérateur. Donc, quand le propriétaire veut être le président aussi, ça veut dire qu'il opère parce que le président, en quelque sorte, c'est celui qui, à chaque jour, exécute la gestion du club sportif. Tandis que le propriétaire, lui, a tendance à peut-être être en retrait. Certains s'impliquent plus, certains s'impliquent moins. Le propriétaire, évidemment, ce qui l'intéresse, c'est les résultats financiers. C'est le budget. C'est l'avenir et la vision. Le propriétaire, généralement, a une fonction, c'est d'embaucher le meilleur président possible. Et sa deuxième fonction, c'est de congédier lorsque le moment est venu. Entre-temps, il doit laisser le président l'opérateur. Et l'opérateur a besoin d'une polyvalence, d'une capacité à exécuter avec grande vision, planification stratégique, les besoins avec les directeurs de secteur, les vice-présidents de secteur, les spécialistes de chaque département. Il doit exécuter les besoins du club. Donc, il n'intervient pas du côté hockey, mais il supervise le côté hockey. Il n'intervient pas du côté marketing, mais il est impliqué dans les discussions puis la direction marketing. Il ne s'implique pas du côté communication, mais il s'assure que les messages sont les messages déjà entendus de l'entreprise. Alors, pour tous les secteurs d'un club sportif, le rôle d'un président aujourd'hui est très complexe, très exigeant, très différent d'il y a 20 ans déjà. Ça prend des gens qui sont capables de ne se concentrer que sur une seule chose. De là, mon point sur M. Saputo, je pense qu'il a pris la bonne décision. Parce que pour le bien-être de l'Impact, il avait besoin, lui, de prendre sa chaise de propriétaire, de guider, de diriger à distance, mais de laisser les gens travailler au quotidien. C'est une bonne qualité.
il a démontré beaucoup d'humilité. Il a démontré beaucoup de savoir-faire et d'expérience acquise au fil de plusieurs années qui n'ont pas toujours été faciles pour lui. On mesurera dans un an les résultats de la nouvelle direction de l'Impact. Mais une chose qui est claire, c'est que M. Saputo s'est donné une chance de pouvoir emmener son équipe à un autre niveau, dans un marché compétitif, bien sûr, mais surtout dans la MLS. Parce que l'Impact doit se battre contre les autres équipes de la MLS pour l'obtention de meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs. Et l'attention du public, public québécois, public canadien, public nord-américain. À chaque jour, son équipe prend de la valeur ou perd de la valeur. Alors, il s'est donné une chance, encore une fois, en faisant un travail de propriétaire et en laissant quelqu'un venir faire l'exécution quotidienne. Et là-dessus, il faut le féliciter d'avoir pris cette bonne décision-là. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RayLaLonde et partagez le podcast sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.